Quel est le produit qui manque le plus aux Français lorsqu'ils partent en vacances à l'étranger? Vous l'aurez deviné parce que vous avez lu le titre de ce podcast, c'est le fromage, évidemment. On est les seuls au monde à parler autant de fromage. Ça nous paraît évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Et devinez qui est le pays le plus gros consommateur de fromage au monde? Eh bien, ce n'est pas les Français. Ce ne sont pas les Français. Ça dépend des chiffres, mais pas mal de fois, j'ai vu des pays du nord de l'Europe sortir en premier. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on revoie notre définition de fromage parce que j'ai quelques idées du style de fromage qui peuvent être mangés. C'est très réducteur comme propos, j'en suis conscient, mais là, on parle de fromage, je suis français, je suis obligé d'être un tout petit peu chauvin. Et il y a certains fromages dans le nord de l'Europe qui ne me font pas rêver. Figurez-vous que les Grecs font également partie du très haut du panier en termes de consommation de fromage par personne, notamment parce qu'ils mangent énormément de feta. Eux aussi sont très chauvins, et clairement la feta joue une grande partie dans leur consommation de fromage quotidienne. Je vais, dans cette vidéo ou ce podcast, en fonction de l'endroit où vous me suivez, vous l'aurez deviné, vous parler de fromage, avec un petit focus sur la feta, puisque c'est un produit qu'on met en avant en ce moment sur le Club Pépite. J'espère que, et je suis assez convaincu, que vous allez ressortir de ce podcast en ayant appris plein de choses sur le fromage, et notamment son process de fabrication. Ça paraît évident, on sait tous que ça part du lait et qu'après on le solidifie, on le sale, on le fait vieillir. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, vous vous en doutez. En fait, c'est franchement hyper compliqué. Donc, je vous en voudrais pas si vous me dites que, au contraire, je serais très content si vous me dites que vous avez appris des choses après avoir écouté ce podcast. Vous aurez compris des choses et j'espère également que vous serez plus en mesure de choisir sereinement votre fromage la prochaine fois que vous irez chez le fromager. Parce qu'il y a une réalité entre nous, c'est que souvent on revient à des basiques. On a 2 ou 3 mots-clés en tête et puis on a notre fromage qu'on adore, on y va et point à la ligne. Alors qu'en fait, il y a quand même des choses à savoir qu'on peut découvrir qui vont nous aider à nous orienter dans le choix du fromage qu'on fait. J'espère que ce sera votre cas à la fin de ce podcast, dans lequel je vais parler de fromage et ensuite je parlerai d'entrepreneuriat et je terminerai par donner un teasing, un aperçu de quelque chose qui arrivera pour les membres du Club Pépite et que personne ne sait encore. Bonjour à tous, je m'appelle Tristan Lafontas, je suis le fondateur de ce fameux Club Pépite. Mon travail consiste à parcourir la France et le monde pour aller à la rencontre de producteurs artisans qui travaillent super bien. J'ai d'ailleurs fait un tour de France en van pendant 1 an, dans lequel j'ai rencontré beaucoup d'artisans producteurs, de membres du club et de chefs. Et parmi ces producteurs artisans, j'ai rencontré pas mal de fromagers. Ce qui m'a au début un peu effrayé parce que je ne vous cache pas qu'au début j'étais complètement largué. Mais vraiment, très sérieusement, c'est hyper complexe. Donc j'espère vraiment que tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces voyages, ces rencontres, et puis même tout bêtement dans les recherches que j'ai faites avec Sabrina qui m'aide à préparer ce podcast ces derniers jours, je vais pouvoir vous apprendre plein de choses. On rentre dans le vif du sujet et on va commencer par parler des différents types de fromage. Alors par type de fromage, j'entends pas croûte lavée, pas lavée, fleurie, etc. Là, on va rentrer dans une typologie plus en amont et qui va pouvoir vous aider potentiellement à choisir déjà votre fromage quand vous irez chez votre super fromager. Fromage laitier, artisanal ou fermier. Je vous explique les différences entre les trois. Elle est très réglementée, donc ça vous donne déjà un très bon arbitrage dans le choix du fromage que vous voulez faire, que vous voulez acheter, pardon. Le fromage laitier, si on dit que c'est un fromage laitier, ça veut dire que le lait qui a servi à faire ce fromage provient de plein de producteurs de lait différents, nombreux, vraiment nombreux. C'est le genre de camion-citerne qu'on va pouvoir observer quand on est sur une nationale ou une départementale. Vous savez, c'est ces grosses citernes qui transportent du lait qui est refroidi. Voilà, ce camion-citerne, il va tous les matins faire le tour des fromagers, remplir son camion de lait et ensuite arriver dans une fromagerie qui aura un process plutôt industriel de fabrication du lait. L'énorme avantage de ce type de fromage, c'est que ça permet de produire beaucoup de fromage. L'inconvénient, c'est qu'on va mélanger tous les laits, beaucoup de producteurs différents. Donc déjà, on va perdre la typicité de chacun des laits, évidemment. Et puis, ça c'est beaucoup plus personnel comme réflexion, mais je la partage avec vous. Inévitablement, je ne peux pas m'empêcher de penser que ces producteurs de lait, si 100% de leur production part mélangée dans une citerne, on va mécaniquement les déresponsabiliser un petit peu sur le niveau de qualité qu'ils vont fournir. En gros, ils vont avoir un cahier des charges qu'ils vont devoir suivre, mais le dernier effort, le dernier petit truc qui va faire la différence sur la qualité de leur lait,
Si j'étais eux, je ne le ferais pas parce que de toute façon, ce sera complètement perdu et mélangé avec tous les autres laits. Donc, il faut avoir ça en tête. C'est pas bien ou pas bien, mais inévitablement, ça a un impact sur la façon dont les gens vont travailler et ça va se retrouver dans le produit final. Donc ça, c'est le fromage laitier. Le deuxième type de fromage, c'est un fromage de type artisanal. Artisanal, le lait du fromage vient toujours de plusieurs exploitations différentes, souvent beaucoup moins nombreuses. Et la façon de faire le fromage est plus artisanale. Je ne rentre pas dans les détails parce que je ne les connais pas dans le détail. Mais en gros, quand on parle de fromage, par exemple, moulé à la louche, c'est ce qu'on met dans cette catégorie de fromage artisanal. La troisième catégorie, et la dernière dont je vais vous parler, c'est un fromage fermier. Le fromage fermier, ça veut dire que la personne qui fait du fromage, elle utilise son propre lait qui vient de son propre troupeau. Donc cela, autant vous dire qu'ils sont un peu plus rares, évidemment, parce que ça veut dire en termes de métier, de compétences et de journée, un boulot de dingue. C'est des gens qui se lèvent le matin pour s'occuper de leur troupeau, pour faire la traite du lait, qui doivent ensuite nourrir les animaux, les soigner, et puis l'après-midi, s'occuper de faire le lait. Faire une partie du lait, faire le fromage avec une partie du lait qu'ils viennent de traire, puis sûrement refaire une deuxième étape pour le fromage qu'ils ont fait la veille parce qu'il y a une étape qui doit avoir le lendemain. Bref, c'est un job de dingue. L'avantage, ce que j'adore là-dedans, c'est que là, on est très responsabilisé quand on est un fromager fermier. Évidemment, toute la chaîne est maîtrisée du début à la fin et on sait que si on fait une erreur tout en amont, par exemple en changeant l'alimentation de l'animal, ça aura un impact sur la qualité finale du fromage et on en sera soi-même responsable parce que souvent ces gens-là, c'est eux-mêmes qui vendent leur propre fromage. Ça, c'est le côté fantastique et c'est pour ça que j'ai tendance naturellement à m'orienter plus vers un fromage fermier. Mais attention, c'est un peu bête parce que un fromage fermier, ça veut dire un fromage qui a beaucoup, beaucoup plus de chances d'être complètement loupé. Et le fromage fermier du petit berger qui est au fin fond de la montagne, ça peut être génial, hyper bucolique comme expérience de l'observer en train de faire ça, mais potentiellement son fromage, il va être très mauvais. Il va être raté parce que c'est une vraie science. C'est très, très, très technique du faire du fromage. Je ne pourrais pas insister suffisamment là-dessus. Il y a énormément de facteurs et de paramètres qui rentrent en compte et c'est difficile de tout maîtriser pour faire un excellent fromage. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous voulez un fromage dont vous connaissez par cœur le goût, vous ne pouvez pas vous planter, prenez un fromage laitier, vous le trouverez en grande surface, il n'y aura aucun problème, il sera hyper standardisé, il aura toujours le même goût et il aura l'avantage d'être très peu cher et accessible au grand public, ce qui est une très bonne chose. Si vous voulez tenter un fromage qui a beaucoup de typicité, avec un lien beaucoup plus fort avec la personne qui l'a réalisé, allez plutôt vers un fromage fermier. Et puis au milieu, il y a le fromage artisanal, qui est franchement génial également. Désolé, je ne vous donne pas vraiment de préféré ou de préférence là-dedans. Parce que le fromage artisanal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va se dédier à son métier de fromager, mais qui ne va pas faire son propre lait. C'est quand même très compliqué comme job. Hein. Donc c'est quelqu'un, par exemple le producteur de feta qu'on met en ce moment en avant sur le Club Pépite, Memos, lui il fait de la feta artisanale. Donc c'est lui qui fait tout le processus de fabrication de la feta, ce qui est déjà un grand boulot. Mais par contre, il achète du lait. Alors, il y a un petit peu de son troupeau et puis il y en a de 3-4 copains autour de chez lui. Donc c'est un fromage artisanal. Voilà pour la première partie. Fromage laitier, puis artisanal, puis fermier. Je vous laisse faire votre choix dans celui que vous préférez. Ensuite, je vais vous parler du type de lait. Alors déjà, il y a évidemment l'animal. Quel animal ? Ça peut être une vache, ça peut être une chèvre, ça peut être une brebis, parfois d'autres animaux, mais on va parler de ces trois-là principalement. Alors, je passerai très rapidement là-dessus, mais vous imaginez bien qu'en amont, le soin qu'on apporte à la qualité de vie de ces animaux est hyper important et va avoir un impact sur, déjà, nous, notre éthique à titre personnel, mais aussi sur la qualité et le goût du produit final, qu'est le fromage. Il faut que ce soit des animaux qui voient le jour le plus possible, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. En plein hiver, on ne veut pas qu'ils soient dehors et qu'ils meurent de froid. On veut aussi qu'ils aient une alimentation hyper saine, qui soit adaptée à leur race, parce que c'est pas forcément les animaux n'ont pas besoin tous de manger la même chose. Et puis on veut un animal qui ait une belle fin de vie aussi, parce que le stress de la fin de vie a un impact également sur le goût de la viande, mais pourquoi pas aussi sur le lait. Quoique ce que je viens de dire, non, c'est un peu une bêtise. Je le dis par réflexe, mais
le stress de fin de vie, généralement, ça n'aura pas d'impact sur le lait puisqu'on ne va pas traire de lait après la fin de vie de l'animal. Donc oubliez ce que je viens de dire. Les autres paramètres quand même sont hyper importants. Maintenant qu'on a parlé des différents types de lait, qu'ils soient vache, chèvre, brebis, qu'est-ce qu'on fait de ce lait? Est-ce qu'on veut que ce soit un lait cru, un lait thermisé, un lait pasteurisé? Et une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on veut qu'il soit entier, écrémé ou demi-écrémé? Je vais vous expliquer. Ça, c'est un peu plus facile et je pense qu'intuitivement, vous avez déjà quasiment tout compris. Un lait pasteurisé, pourquoi on le pasteurise? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le chauffer à une température assez élevée dans l'objectif de tuer les bactéries dangereuses, notamment la listeria. Il y a également ce qui s'appelle la flash pasteurisation ou pasteurisation flash. C'est-à-dire qu'on va monter très très haut en température mais pendant très peu de temps. Ce qui va permettre de tuer des bactéries qu'on va appeler méchantes dans ce podcast, mais quand même d'en garder quelques-unes, même si globalement dans le cadre de la pasteurisation, il faut se dire qu'on a à peu près tout tué. Donc on arrive avec un lait qui est hyper clean, parfaitement sain, puisqu'il n'y a plus une bactérie à l'intérieur. Donc ça c'est bien, ça permet de le conserver aussi beaucoup plus longtemps et de prendre moins de risques sanitaires. Par contre, il est mort. Votre lait, là, il est complètement mort, dans le sens où il va plus bouger, et puis une typicité qu'il aurait pu acquérir à travers l'animal ou les différentes plantes que l'animal a pu manger va être complètement réduite par cette pasteurisation. Un cran en dessous de la pasteurisation, c'est on va pouvoir thermiser le lait. Thermiser, c'est le chauffer, mais moins fort que la pasteurisation. L'idée, c'est de quand même se débarrasser des bactéries pas très sympas, mais d'en garder quelques-unes. Et puis, l'étape ultime, c'est le lait cru. Le lait cru, on ne va pas du tout chauffer le lait. Alors, techniquement, on peut le chauffer si, par exemple, c'est un lait qu'on a en plein hiver et qui fait 8 degrés. Peut-être qu'on va avoir besoin de le faire monter en température pour faire du fromage. Par contre, pour pouvoir l'appeler lait cru, on n'a pas le droit de le chauffer à une température plus élevée que celle à laquelle il est sorti du pis de l'animal. Si on traite une vache, que le lait sort du pis de la vache à, je dis par exemple 36 degrés, on n'aura pas le droit de chauffer à plus de 36 degrés le lait pour pouvoir l'appeler lait cru. Là, quand on fait ça, il y a un peu plus de risques, bien évidemment, même si je vous le rappelle, on est en France, en Europe, donc on a des règles sanitaires qui sont très 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 avancées et qu'il y a quand même peu de chances qu'il y ait un problème. Au passage, je fais une parenthèse, pour avoir rencontré beaucoup d'artisans fromagers, c'est vraiment pas sexy une fromagerie. C'est vraiment pas sexy, c'est moche, souvent c'est des préfabriqués, et parce que les règles sanitaires sont tellement drastiques, à un point, vraiment vous n'avez pas idée, que c'est moche. Par contre, c'est bon pour notre santé et ça évite qu'il y ait des problèmes de contamination. Ce qui fait qu'un lait cru en France, franchement, on est extrêmement safe malgré tout. Lequel est mon préféré? Vous l'aurez deviné, j'imagine, je vais tendre à m'orienter plus souvent vers un lait cru, même si des fois, c'est pas forcément la meilleure option. Et puis, il y a des fromages qui, historiquement, pour rentrer dans le cadre de l'AOP, doivent être thermisés ou même pasteurisés. En l'occurrence, le fromage dont je vous parle en ce moment, la feta, elle est pasteurisée, la version la plus élevée, donc elle est préchauffée. Si petite parenthèse que j'ai envie de partager avec vous, parce que j'y pense là, l'autre jour, je suis allé voir un producteur de gouel. Le gouel, c'est même pas vraiment un fromage. Bon, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est un peu compliqué. C'est plus une sorte de fromage blanc qui est fait à base d'une race qui est en voie de disparition en Bretonne, qui s'appelle la pinoire bretonne de mémoire. Bref, qui nous expliquait que la pasteurisation, oui, ça tue toutes les bactéries, donc c'est hyper clean, mais d'une certaine manière, c'est aussi risqué. Et ça, je n'avais jamais pensé. Il me dit, sur le coup, je ne comprends pas pourquoi, mais il me dit, mais oui, c'est risqué, puisque vu que tu as tué toutes les bactéries, tu laisses la place à n'importe quelle bactérie qui est dans l'air ambiant de venir s'installer et de proliférer hyper rapidement. Faut imaginer que quand il y a plein d'organismes vivants dans n'importe quel produit, la place pour un nouvel organisme vivant, elle est faible ou quasi inexistante. Quand on a tué tout le monde, là, c'est le paradis pour n'importe quelle bactérie qui va se promener. Donc en fait, la phase, quand on vient de pasteuriser et qu'on passe à l'étape suivante, celle-là, c'est une phase qui est assez critique parce qu'il ne faut pas traîner trop longtemps et il ne faut pas prendre de risques. Sinon, au final, la pasteurisation pourrait elle-même devenir un danger. Petite précision concernant la feta. La feta, c'est un fromage qui ne peut être produit que en Grèce. C'est pas comme la mozzarella, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est passée, une AOP, appellation d'origine protégée. C'est un organisme européen, l'INAO, qui protège certaines appellations dans le vin ou comme dans les produits. Et en l'occurrence, ils ont décidé que la feta ne pouvait être produite qu'en Grèce
Et c'est un fromage qui doit être produit à partir de 70% de lait de brebis. Minimum 70%. Et le complément, c'est forcément du lait de chèvre. Donc c'est minimum 70 de lait de brebis. Et après, les 30 ou 20 ou 10 ou 5 restants, ou même des fois 0, peuvent être du lait de chèvre. Pourquoi uniquement en Grèce ? C'est une manière à la fois de protéger un patrimoine culturel grec, mais aussi de dire il y a sûrement des raisons, et il y en a, qui font qu'une feta produite en Grèce sera différente du même procédé industriel fait ailleurs dans le monde, notamment parce que les plantes qui sont consommées par les brebis et les chèvres en Grèce sont d'une diversité, d'une richesse hallucinante, et elles vont donner un goût au lait qui va ensuite qu'on va ensuite retrouver dans la feta. Je passe à la troisième étape. J'en ai 7 sous les yeux, donc restez accrochés avec moi. La troisième étape, mais après vous connaîtrez tout, vous serez des pros sur le fromage, c'est le caillage. On veut faire cailler le lait. Alors tiens, avant de rentrer dans cette étape, je vais vous parler faire un petit point anecdote. Pourquoi est-ce qu'on a du fromage ? J'adore raconter ça à chaque fois qu'on parle d'un produit. Comme quasiment à chaque fois la réponse est la même, c'est parti d'un besoin de conservation. C'est très 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 souvent le cas. Je vous ai raconté ça la dernière fois avec le caviar, mais avec la poutargue. Quasiment toutes les fermentations en fait sont avec un objectif de conservation. Traduction, si c'est pas clair quand je le dis comme ça, quand on a du lait à une période et qu'on n'en a plus à une autre période, nous en tant qu'humains, on a toujours besoin de lait pour se nourrir. Donc la question qui se pose, c'est j'ai plein de lait, peut-être même un peu trop, comment est-ce que je fais pour en mettre de côté et pour le garder plus tard ? À l'époque, quand il n'y avait pas de frigo, la question était vraiment problématique. Donc parmi les méthodes de conservation, il y a le salage, mais bon là, alors on va le faire un petit peu avec le fromage, mais on ne va pas juste mettre beaucoup de sel dans le lait, sinon il sera imbuvable. Il y a chauffer, il y a fumer, et il y a également la fermentation ou la déshydratation, retirer l'eau d'un produit. Puisque l'eau est un environnement qui va permettre aux bactéries de se développer beaucoup plus facilement, vous le savez. Donc, le fromage vient d'un besoin de conserver le lait pendant des durées beaucoup plus longues, et on va le faire en faisant plein de choses. On va le déshydrater, retirer de l'eau du lait, on va également le saler, et on va également faire une fermentation. Donc là, on utilise 3 techniques, et parfois même une 4e qui est le chauffer. Donc toutes ces techniques-là pour pouvoir conserver le lait. On imagine, on en est quasiment sûr, même si on ne peut pas le prouver, que la découverte du fromage s'est faite lorsque des nomades transportaient du lait dans des sacs qui étaient faits à base de cuir animal, voire même, pour être plus précis, de la caillette d'un animal. La caillette, c'est un des plusieurs estomacs du veau ou du bœuf, peu importe, ou de la vache. Et cette caillette, elle a comme rôle en tant qu'estomac de transformer le lait en caillé, justement, de solide à liquide, pour qu'il puisse être digéré par l'animal. Oui, donc c'est bien le veau d'ailleurs, excusez-moi, j'ai dit bœuf ou vache, c'est bien le veau, puisque c'est le veau qui va téter le lait de sa mère et qui va transformer ce lait liquide en solide. Et donc dans cet estomac, la caillette, il y a une enzyme, une présure, qui va transformer le lait en solide. Et on peut imaginer que ces nomades qui utilisaient cette caillette comme poche pour transporter le lait, vu que dans cette poche, il y avait encore un peu de cette enzyme, de cette présure, ça a commencé à faire un premier caillage du lait et à le transformer. Et donc on imagine que c'est comme ça que les premières personnes ont découvert la possibilité de se dire tiens, peut-être qu'on fait du fromage. Je crois que ça remonte à 7000 ou 8000 ans en arrière par rapport à maintenant. Je reviens au caillage donc, mais ça faisait une belle transition cette histoire. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire coaguler le lait afin d'isoler la matière solide de l'eau, parce qu'il faut avoir en tête qu'il y a 90% du lait, c'est de l'eau. En moyenne, pour que vous ayez un chiffre en tête, on considère qu'il faut, en moyenne, une dizaine de litres de lait pour obtenir 1 kilo de fromage. Ça bouge beaucoup, évidemment, en fonction des fromages. Plus ou moins on va les presser, plus ou moins on va les chauffer, plus ça va changer. Pour la feta, par exemple, c'est beaucoup moins. Il faut 5-6 litres de lait pour faire de la feta, parce que typiquement, on va beaucoup moins travailler le fromage après. Donc pour faire ce caillage, il y a 2 choses. Il y a la fermentation lactique et ensuite la présure. Les ferments lactiques, ce sont des ferments qui sont naturellement présents dans le lait. On peut laisser la nature faire les choses et laisser ce ferment faire son travail et commencer à faire la fermentation du lait, sauf que
c'est risqué parce que ça peut être très long, ça va dépendre de plein de paramètres, l'hygrométrie, la température, etc. Donc, ce que font quasiment tous les fromagers, c'est qu'ils achètent des ferments qu'ils vont ajouter dans leur lait, qui sont les équivalents de ceux qu'il y aurait naturellement dans leur propre lait. Il y a des faux furieux qui utilisent leur propre ferment. J'en ai rencontré, ça crée des expériences magiques et des fromages qui ont vraiment là, une typicité qui est vraiment unique. L'autre étape très importante, c'est celle donc de la présure. On va ajouter dans ce lait, qu'on a donc plus ou moins chauffé, voire pas du tout si c'est un lait cru, on va ajouter de la présure animale ou végétale qui va solidifier ce lait. Quand je dis solidifier, c'est que ça va donner une texture proche d'un flan, pour avoir une image en tête, progressivement. Cette présure animale, si elle est animale, elle vient donc de la caillette. Si on veut faire les choses dans les règles de l'art, elle est au bout du côté hyper naturel de la chose. Attention, accrochez-vous pour ce que je m'apprête à dire. Il faut donc récupérer la présure dans l'estomac, la caillette, d'un veau. Donc il faut sacrifier un veau pour obtenir de cette présure. C'est fait parfois, mais c'est extrêmement rare également. Dans la plupart du temps, les fromagers achètent de la présure animale. C'est là qu'il me manque. J'ai un tout petit manque d'informations dans ce podcast, j'en suis navré, mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte, donc je préférais pas vous dire de bêtises. Je sais que les industriels sont capables de synthétiser une des enzymes qu'il y a dans la présure animale qui permet de remplacer la présure animale. Ce qui est une bonne chose d'un point de vue bien-être animal, puisque on peut le synthétiser en masse et ça permet de faire des grandes quantités de fromage. Ce que je ne sais pas, c'est les fromagers que j'ai rencontrés, je sais que la plupart achètent de la présure animale. Je ne sais pas si cette présure qu'ils achètent, elle provient de ces mêmes industriels et donc elle est synthétisée, ou si elle provient d'une caillette. Je pensais qu'elle provenait d'une caillette, mais avec le recul, je me dis que c'est fort probable qu'ils achètent une enzyme synthétisée. Je n'ai pas la réponse, j'essaierai de l'obtenir pour vous la prochaine fois. Dans tous les cas, on a cette présure animale qu'on va verser dans le lait avec un dosage très spécifique en fonction du type de fromage qu'on veut faire et de la densité du caillé qu'on veut obtenir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une présure végétale. Ça, c'est important pour les véganes ou pour les gens qui mangent par exemple cachère, peu importe, qui ont des contraintes alimentaires. On va avoir une présure végétale. Alors là, je me souviens qu'il peut y avoir du charbon, il peut y avoir de la feuille de vigne. Je crois que la luzerne également peut avoir des propriétés qui sont assez proches de la présure. Ce ne sera jamais aussi efficace, d'après ce que j'ai compris, qu'une présure animale, mais ça peut faire le taf. Et c'est important pour certaines personnes, donc ça, c'est bien de le savoir. Une fois que notre lait a bien caillé, qu'on a cette texture un peu gélatineuse proche d'un flan, on va trancher notre caillé. Rappelez-vous, un de nos objectifs, c'est de retirer l'eau du lait. Donc là, on a une grosse masse gélatineuse, mais il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui en sort. Si on tranche cette gelée avec une sorte de... C'est comme des fils de fer, un râteau avec plein de fils de fer. On va le trancher. Ça va donner des cubes de caillé. Et l'espace entre ces cubes va lui rendre de l'eau. Alors on dit de l'eau parce qu'en effet il y a beaucoup d'eau qui sort, mais en fait ce que ça rend, c'est du lactosérum. Le lactosérum ou le petit lait, c'est très riche en protéines et en eau. Ce lactosérum, on pourrait le jeter, ce serait dommage. Souvent, à minima, il est utilisé, revendu à des éleveurs, notamment de cochons qui ont besoin d'un apport en protéines important. Donc ça peut être utilisé pour ça, de cette manière-là, ou ça peut également être utilisé pour faire de la ricotta ou du brochu ou tout autre fromage à base de petits laits. Donc ça, moi j'aime bien cette version-là, puisque ça me permet de me régaler 2 fois. Une première fois avec le fromage et une deuxième fois avec un brochu. J'ai eu la chance de pouvoir en faire moi-même quand je suis allé en Corse, chez les Malaroni, et c'est un fromage que j'adore. Vraiment, j'en suis trop fan, qui est très riche en protéines, évidemment. On va donc, après avoir tranché ce caillé, perdre de l'eau, perdre des protéines, et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. Je fais un tout petit retour en arrière. Je vous ai parlé de lait entier écrémé ou demi-écrémé. Je suis passé dessus parce que je me suis emballé. Ça, vous savez, vous connaissez tous ces mots parce qu'on les voit tous au supermarché. Concrètement, c'est très simple. Le lait entier, on n'y touche pas. Et on y laisse à l'intérieur toute la matière grasse. Si on veut l'écrémer, on va notamment, je crois que c'est dans des centrifugeuses, dans la plupart des cas, c'est des centrifugeuses, retirer une partie de la matière grasse pour écrémer le lait. Cette matière grasse, elle va pouvoir être utilisée pour faire une crème fraîche à côté, par exemple. Donc il y a un intérêt pour un industriel, c'est qu'il va vendre quasiment autant de lait et à côté il va pouvoir vendre de la crème fraîche. Il y a un intérêt pour le consommateur qui est d'avoir un produit moins gras, même si le lait c'est pas non plus le produit le plus gras du monde.
Il y a également une prolongation de la durée de vie du produit, donc ce qu'on appelle la shelf life, la vie sur étal, qui est un peu plus longue, donc c'est aussi un intérêt pour la commercialisation dans des supermarchés. Bon, moi, tant qu'à faire, généralement, je préfère le lait entier. Voilà. C'était la partie que j'avais oubliée tout à l'heure. Maintenant, on passe au point 4, qui est l'égouttage. Une fois qu'on a tranché notre caillé à la bonne taille, et la taille va changer en fonction du type de fromage qu'on veut obtenir, on va l'égoutter, souvent en le mettant dans des bacs en plastique qui ont des petites perforations. Donc on prend ce caillé, on les met dedans, et là on attend que naturellement le caillé s'égoutte. On va éventuellement le retourner parfois pour pouvoir qu'il s'égoutte de l'autre côté, ou on va pouvoir le presser. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir obtenir un fromage à pâte pressée, comme par exemple le comté est un fromage à pâte pressée, ou le Beaufort. Plus on presse le fromage, plus on retire de l'eau, et donc plus on va pouvoir l'affiner longtemps. Un Beaufort ou un comté de 24 mois, on a pu l'affiner très longtemps parce qu'il y aura beaucoup moins d'eau dedans qu'une feta, par exemple, qu'on ne va pas affiner très longtemps. Notre feta, on va faire un affinage est-ce que je peux retrouver les chiffres exacts ? Il y a 2 affinages. Il y en a un premier qui est fait à température ambiante, avec autant de guillemets que vous voulez, puisque ça n'a quand même pas le droit de dépasser les 18 degrés, dans une saumure avec de l'eau et du sel. Et après, il y a une deuxième phase d'affinage qui peut durer un peu plus longtemps, parfois jusqu'à 1 mois, 2 mois, qui elle, par contre, est à température vraiment froide, c'est donc à moins de 4 degrés. C'est évident, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui contient beaucoup d'eau, donc on ne va pas s'amuser à le mettre dans une cave d'affinage pendant 12 mois, ou 24, ou encore plus, pour ceux qui aiment le comté qui envoie. Une fois qu'on a fait cet égouttage, on va faire le moulage. Donc le cahier, il est placé dans des moules qui vont lui donner la forme qu'on a envie de donner, soit de façon spontanée, donc là on ne fait rien, soit en le pressant avec souvent normalement des machines mécaniques qui vont donner la forme exacte au fromage qu'on veut lui donner. La feta tombe dans la catégorie des fromages frais, comme la faisselle par exemple. Donc la feta, elle est prête là, à ce moment-là, il n'y a pas du tout de phase d'affinage, contrairement à plein d'autres fromages, mais je pourrais penser aussi au camembert par exemple, qui lui est un fromage à pâte molle et à croûte fleurie. Contrairement au Münster, qui lui est un fromage à pâte molle, mais à croûte lavée. Donc les fromages à pâte molle, c'est assez intuitif, je trouve. Vous l'imaginez, ce sont des fromages qui ont une hygrométrie, un taux d'eau qui est assez élevé, plus qu'un fromage comme le comté. Voilà. Je reprends toujours celui-là comme exemple parce que c'est un des plus connus. Et ensuite, la 6e étape, c'est l'étape du salage. Je dis 6e étape, c'est parce que j'ai dû donner un ordre, mais évidemment, vous vous en doutez, c'est pas aussi simple que ça, et des fois, le salage, il intervient avant ou après, ça dépend des différents fromages. Pourquoi est-ce que ça s'assombrit d'un coup comme ça ? Super, il n'y a plus de lumière chez moi. Ah, c'est comme ça, pour ceux qui me voient en vidéo, d'un coup, là, ça s'est assombri chez moi. Donc, le salage, 2 types de salage existent. Le salage à sec, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va... j'essaie de rallumer la lumière, mais je ne sais pas si je peux. Non. Le salage à sec, ça veut dire avec du sel. Donc, on jette du sel sur le fromage. Versus le salage en saumure, c'est-à-dire qu'on va mettre notre fromage dans une saumure. Une saumure, pour rappel, c'est une solution d'eau saline, donc dans laquelle il y a beaucoup de sel. C'est le cas de la feta. La feta, on va la mettre dans une saumure. Une fois qu'on a fait ça, on a notre fromage qui a terminé la première phase de sa vie. La feta, en l'occurrence, elle est quasiment terminée. Comme je vous l'ai dit, l'affinage il est très très rapide. Enfin, il dure à peine quelques mois et encore. Mais dans la plupart des cas, il y a une deuxième phase de vie du fromage qui est hyper importante, qui est celle de l'affinage. Et très souvent, c'est une étape qui est faite par une autre personne. Alors, c'est vrai que souvent, dans le Club Pépite, on va chercher des gens qui maîtrisent la chaîne de bout en bout. Mais il faut aussi admettre qu'avoir des filières, c'est parfois une très bonne chose, et d'avoir des gens qui sont hyper spécialisés dans leur domaine, c'est une bonne chose. En l'occurrence, avoir un affineur qui fait le travail d'affinage, c'est un métier qui est quand même très différent de celui de fromager et qui est aussi différent de celui d'éleveur d'animaux. Donc c'est pour ça que un fromage artisanal, donc qui provient de plusieurs producteurs de lait différents et qui va être affiné par un affineur, donc ça fait au moins 3 acteurs, le lait et les animaux, le fromage et ensuite l'affinage,
c'est pas forcément dramatique. Au contraire, ça peut donner des fromages avec un niveau de précision qui est absolument hallucinant et qu'on va chercher, nous, grands amateurs de bons produits dans le Club Pépite. Je vais m'arrêter là pour la fabrication du fromage. Je vais juste vous redonner une ou deux anecdotes en plus que j'avais notées, que j'avais envie de partager avec vous. Je ne vais pas vous parler de la partie affinage qui pourrait mériter un podcast entier et j'ai pas envie que ces podcasts soient sur un format trop long. Je vais vous parler, avant de passer à la partie entrepreneuriale, de caroténoïdes. Oh non, je m'étais promis que j'y arriverais. De caroténoïdes. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Caroténoïdes, est-ce que vous devinez ce que c'est? Il y a un gros indice dans le nom, carotte, puisque le caroténoïde, c'est un précurseur à la vitamine A qui se trouve notamment dans l'herbe que vont manger les animaux qui vont donner du lait. Et, restez avec moi, vous allez voir, la conclusion elle est hyper simple. Il s'avère que le caroténoïde donne une couleur légèrement jaune, voire orangée, au fromage. Donc, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les vaches ne synthétisent pas très bien le caroténoïde en vitamine A, beaucoup moins bien que les chèvres ou les brebis. Les geeks parmi vous me voient peut-être venir. Donc, lorsque vous voyez un fromage qui est parfaitement blanc, immédiatement, vous pouvez vous dire que c'est un fromage qui vient d'un lait de brebis ou de chèvre, puisque les chèvres et les brebis synthétisent très bien le caroténoïde, le transforment en vitamine A, donc il n'y a plus cet agent qui donne une couleur orange au lait et donc au fromage. Inversement, lorsque vous voyez un fromage qui est jaune-orangé, reprenons l'exemple du comté par exemple, vous pouvez vous douter qu'a priori, ce fromage vient d'un lait de vache. Attention, il y a aussi des colorants, bien évidemment. On parle d'un aliment, et donc il y a une industrie agroalimentaire, et donc il y a des gens qui font du fromage qui s'amusent à mettre des colorants dedans. C'est dommage, à part dans certains rares cas où c'est vraiment, il y a une histoire derrière, où on peut utiliser par exemple du roku, qui est un lait naturel qui sert à donner cette couleur orange. Bon, des fois, c'est pas du tout aussi naturel et on n'est pas hyper content. Si on oublie la partie fromage industriel, je résume ce truc-là, comme ça vous pourrez tout de suite vous poser la question la prochaine fois que vous irez chez votre fromager. Si votre fromage a une couleur légèrement jaune-orangée, c'est probablement un fromage à base de lait de vache, parce que la vache, quand elle mange de l'herbe, elle ne synthétise pas tout le caroténoïde qui est dans l'herbe. J'ai presque réussi à bien le dire, mais pas complètement. Et donc, elle ne le transforme pas en vitamine A intégralement, et donc il en reste dans son lait qui se retrouve dans le fromage. Voilà pour le truc un peu geek. Et je voulais également vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça fromage? Ça, moi, j'en savais rien. C'est Sabrina qui m'a trouvé cette information. Je te remercie, Sabrina. En latin, faisselle se traduisait par format. Au XIVe siècle, le mot format devient fourmage, puis au XVe siècle, fromage. M-A-I-G-E. Il y a un I en plus. Moi, je trouve ça, j'aime bien, fromage. Mais fromage est devenu fromage. C'est donc le récipient et le fait de mettre en forme, c'est-à-dire de mouler le lait caillé, qui a donné son nom au fromage. Et figurez-vous que lorsque j'étais avec le charcutier de Melsat, la charcuterie de Yannick Delpech, et que je lui demandais mais pourquoi est-ce qu'on appelle ce truc-là du fromage de tête? Ça n'a aucun sens. Enfin si, tête, ça a du sens, puisque, je suis désolé de vous l'apprendre, mais il y a pas mal de morceaux qui viennent de la tête de l'animal dans le fromage de tête. Mais pourquoi fromage? Puisqu'il n'y a absolument pas de fromage dans le fromage de tête. Absolument pas. Il y a deux versions différentes. Il y en a une que j'ai à moitié oubliée, mais qui a un lien avec le fromage. Bon, je sais plus exactement. Mais la plus probable de très loin, c'est que ces morceaux qu'on retrouve dans la tête de l'animal, dont on savait pas trop quoi faire, parce que c'est vachement de collagène, bon, on sait pas trop quoi en faire, c'est un peu mou, c'est pas terrible. Je sais pas rentrer dans les détails trop gore. Eh ben, on va faire un formage. On va former ce truc en un fromage de tête, un formage de tête. Voilà, c'est un nom qui est pas très sexy. C'est dommage parce que moi j'adore ça, le fromage de tête. Un de mes préférés d'ailleurs, c'est celui de la ferme de Mérignac qu'on a mis en avant récemment dans le Club Pépite. Pour moi, imbattable pour l'instant. Si vous en connaissez un exceptionnel, je veux bien que vous m'envoyiez l'info. Mais pour moi, il est imbattable. Je le trouve vraiment, vraiment excellent. Et typiquement, la ferme de Mérignac, ce sont des gens qui font partie de ceux qui maîtrisent la chaîne de bout en bout. C'est-à-dire que c'est eux qui ont les animaux, qui ont une grande partie de l'alimentation des animaux
vient de leur exploitation, pas 100%, mais une très grande partie. Ils font l'élevage, ils font l'abattage, la charcuterie, enfin l'abattage. Ils sous-traitent bien évidemment un abattoir parce que c'est très compliqué en France de faire soi-même l'abattage, ou quasi impossible pour les bovins. Et ensuite, ils font eux-mêmes leur charcuterie et leur commercialisation. Ils maîtrisent la chaîne de bout en bout et ils la maîtrisent très 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 bien. Dans tous les produits qu'ils font, je les trouve absolument incroyables. J'ai terminé sur le fromage. Vous l'aurez compris, je pourrais en parler pendant des heures, comme beaucoup de sujets qui touchent à la bouffe, puisque je suis passionné de ça. J'embraye maintenant avec le sujet entrepreneurial. Si vous étiez là que pour parler bons produits, vous pouvez arrêter ce podcast maintenant. Avant de partir, pensez à mettre une petite note, ça me fait toujours plaisir. Plus que ça, envoyez-moi un message, j'adore. Mais si vous avez envie, on peut rester encore quelques minutes ensemble. Je vais vous parler d'entrepreneuriat et je ferai un petit teasing pour les membres de Pépite d'un truc que personne ne sait encore pour l'instant. Et en l'occurrence, je vous parlerai de ce qu'il y a dans la prochaine vente. Je suis vraiment trop excité. Le sujet entrepreneurial que je veux aborder, c'est celui des cycles de la vie d'une entreprise. Attention, il n'y a pas du tout de théorie dans ce que je vais vous dire. C'est vraiment, je vais vous partager un ressenti que j'ai. Autant des fois, je suis je suis assez pointu sur des sujets théoriques autour de l'entrepreneuriat parce que j'ai été prof pendant des années de Lean Startup, de Design Thinking, de plein de choses comme ça. Donc, il y a des sujets sur lesquels je suis très pointu et je peux faire des références à des bouquins assez facilement. Là, je vous parle juste de mon ressenti pur d'entrepreneur, du fondateur du Club Pépite, qui existe maintenant depuis bientôt 10 ans. D'ailleurs, on va se faire une grosse teuf. C'est quand c'est le 21 décembre, je crois, de cette année-là. C'est fin décembre de cette année. Pourquoi je parlais de cycle? Parce que j'ai beau essayer de faire sans, j'y arrive pas. Dans un monde parfait, tout marche bien en même temps et au même rythme. Cette idée de vous parler de ça m'est venue hier lorsque je parlais à quelqu'un qui est freelance et qui me disait, d'ailleurs c'est un membre du club qui vient de nous rejoindre, et qui me disait, moi j'ai un contrat, à peine je me suis mis en freelance, j'ai trouvé un super client, c'est un contrat qui dure pendant, je sais pas si c'est des mois, mais peut-être même des années. Ça c'est le jackpot quand on est freelance. Parce qu'on facture cher, il n'y a pas d'intermédiaire, à part l'État qui prend ses taxes, monsieur, mais ça c'est normal, on est en France, on a la chance d'être en France. Et puis c'est tout. Donc souvent ça paye bien et on n'a pas le stress du freelance. Parce que le stress du freelance, c'est quoi? C'est que on est sur une mission, donc on veut très bien bosser sur cette mission, donc on est dédié à cette mission, et donc on n'est pas en train de chercher la prochaine mission. Et puis cette mission se termine, et donc là, on est dans une grosse phase de stress, de recherche d'une nouvelle mission, donc on ne rentre plus d'argent, parce qu'on ne travaille plus. Enfin, son travail, c'est chercher une nouvelle mission. Et puis d'un coup, on a une nouvelle mission, donc on arrête de rechercher et ça fait des vagues comme ça, non-stop. Et il y a des freelances qui ont une très belle vie et pour qui tout se passe très bien. Mais n'empêche que j'en connais aussi beaucoup qui ont ce stress d'être constamment dans des cycles de faut que je trouve une nouvelle mission, je suis dans la mission et ainsi de suite, vous m'avez compris. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu la même chose. Alors c'est des courbes qui sont plus lissées puisque j'ai une équipe, je ne suis pas seul. Donc on arrive à mieux gérer ces équilibres. Mais malgré tout, on a des cycles et je les vois, ils sont énormissimes, mais j'en ai un en plein en face des yeux en ce moment. Le club Pépite, il a à peine 5 ans. On l'a créé juste avant le Covid. Donc il a déjà eu plein de cycles. Il y a eu le cycle du début qui était franchement fantastique et super excitant, qui était celui de forte croissance. Génial. Déjà, on a eu le premier client, Alexis, qui est toujours membre. Je t'embrasse, Alexis, si tu m'écoutes. Qui a le premier client, puis ensuite le 10e. Moi, je m'étais fixé ça comme objectif, 1, 10, 100. Et après, on s'arrêtera à 1000. Mais je vous l'ai déjà dit, le fait de s'arrêter à 1000, je l'ai décidé un peu plus tard. On l'a assez rapidement fait, c'est 1-10, même très rapidement, et même le 100e, on l'a fait hyper rapidement. Mais après, il y a des cycles. Et notamment parce que si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous savez que j'ai traversé l'enfer et le Mordor à la fois il y a environ 2 ans, avec le décès de ma fiancée Mathilde, qui a eu un cancer. Ça a duré pendant 1 an, ça a été très 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 difficile. Et cette phase-là a été un cycle complètement forcé, bien évidemment, dans lequel c'était le cycle de la survie de l'entreprise. L'enjeu, c'était juste de faire en sorte que le club existe toujours, sachant que moi, j'étais quasiment plus là, Mathilde de moins en moins progressivement, donc on travaillait ensemble. Donc ça a été un cycle hyper important. Et malheureusement, donc, comme je vous l'ai déjà dit, Mathilde nous a quittés. Après ça, il y a eu ce cycle
Juste, je sais même pas comment l'expliquer. Désolé, j'avais pas prévu de montrer un truc aussi triste. C'était pas vraiment le plan initial. Mais en fait, ça a du sens parce que c'est ça, les cycles que Pépite a vécu. Bon, il y a cette phase de est-ce que Tristan va s'en remettre? Tout le monde s'est posé la question, bien sûr, moi le premier. Donc, c'est plusieurs mois de n'importe quoi. J'ai décidé j'ai acheté une voiture en pleurant dans mon lit en pleine nuit. Et puis, je suis parti vivre dans cette voiture. Ça me fait rire maintenant, mais je dormais dans cette voiture et j'ai reproduit une sorte de Tour de France en van que j'ai vécu avec Mathilde. Je l'ai reproduit, mais dans une voiture électrique, ce coup-ci, parce que c'était important pour moi. Et donc, je suis parti rencontrer à nouveau plein de producteurs artisans à travers le monde même, puisque je suis allé jusqu'en Grèce, en Europe, au Maroc, etc. Et puis, quand j'ai pu enfin sortir de ce cycle est-ce que Tristan va s'en remettre, je commençais doucement à m'en remettre. Et je suis rentré dans une nouvelle phase qui était... clairement, je me souviens avoir dit à plein de gens autour de moi, je veux montrer aux membres que je suis là, à nouveau. Parce que les membres ont été là pour moi pendant franchement longtemps, ils m'ont soutenu, ils ont été absolument incroyables. Et il y a un moment où j'ai voulu dire, bon, ok, voilà, vous avez serré les dents jusqu'à maintenant, je sais que on n'était pas au niveau sur quelques aspects, évidemment. Et je m'en veux, je m'en veux pas parce que je sais pourquoi c'est arrivé, mais ça m'embête pour certains membres qui n'ont pas eu l'accueil qu'ils méritaient en rentrant dans le club. Et j'avais envie de dire, je suis là pour vous, et voilà, we are back, concrètement. Donc là, je me suis remis en avant, j'ai fait plus de vidéos, je suis retourné aller voir des producteurs, voilà, j'ai fait de mon mieux pour relancer la machine. Je pensais que ça irait assez vite, et en fait, ça a été beaucoup plus long que ça. Puisque le cycle d'après, qui a été beaucoup plus long que prévu, je vous l'ai dit sur le tout premier podcast que j'ai fait, je suis en train de sortir de la dépression. C'est pas complètement fait, et depuis que je vous ai annoncé ça, je me suis rendu compte que clairement, je suis encore dedans. J'ai des moments où encore c'est dur, mais je suis quand même dans un palier beaucoup plus avancé de ma sortie. Où est-ce que je voulais en venir? Je suis désolé, mais évidemment, je suis hyper émotif quand je vous parle de tout ça. Et encore, vous ne me voyez pas, mais là, j'ai pris 2 ou 3 degrés. Il y a eu cette phase donc, de remontrer que je suis là, et ensuite cette phase de reconsolidation. C'est ça. Un cycle de consolidation. Et celui-là, je pensais vraiment qu'il irait beaucoup plus vite, mais c'est pas le cas. Où je me suis dit, je veux qu'on soit irréprochable. Ce qui est impossible, évidemment, mais en se fixant cet objectif, on met la barre très haut et on envoie du lourd. Je voulais qu'on soit irréprochable sur les ventes et les événements, qui sont vraiment le cœur de ce qu'on propose aux membres de Pépite. Et l'air de rien, c'est pas si simple que ça, parce que ça nous est arrivé de nous planter sur des ventes. Ça nous est arrivé de faire des ventes qui se sont mal passées, soit parce qu'en fait, humainement, il y a eu un loupé de ma part, j'ai mal identifié la personne en face, et les livraisons se sont très mal passées, donc ça a été douloureux pour les membres et pour nous, je ne vous laisse même pas imaginer. Il y a eu quelques fois des trucs qui m'ont un peu piqué, du style, on demandait le tarif grossiste, et puis en last minute, on se retrouve avec un tarif qui n'est pas le tarif grossiste. Mais on a le couteau sous la gorge, donc soit on le sait en amont, mais en amont, c'est quelques jours avant, on n'a pas le choix, on est obligé de dire oui, sinon on ne fait pas de vente. Ça m'énerve énormément, mais bon, à un moment, je suis obligé d'arbitrer. C'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, tout ça. Soit on le découvre qu'a posteriori. Ça m'énerve aussi énormément, vous vous en doutez. C'est des gens avec qui je ne rebosserai pas, hein, vous vous en doutez. Donc ça, il y a eu des loupés, évidemment. Et mon ambition, c'était de dire, non, ça, maintenant, irréprochable sur les ventes et les gens comme en avant. Bon, je peux vous dire avec grande satisfaction, et même grande fierté personnelle, mais aussi et surtout fierté de l'équipe, qu'aujourd'hui, je suis hyper fier des ventes qu'on fait. Et je pense que c'est le critère le plus important, parce qu'elles ne pourront jamais plaire à 100% des gens. Il y a toujours quelqu'un qui va se dire « Ah non, j'aime pas... qu'est-ce qu'on a en ce moment ? J'aime pas les produits grecs. » Ça serait bizarre quand même d'aimer aucun des produits grecs qui sont en vente en ce moment. Pistache, feta, poutargue, olive, huile d'olive, j'en oublie un. Bref, ce serait bizarre. Mais ça peut quand même toujours arriver qu'il y ait quelques pourcentages de gens qui soient pas satisfaits d'une vente. Mais un des meilleurs benchmarks, meilleur moyen de me mesurer, c'est est-ce que moi je suis fier de ce que je fais. Et avant de préparer ce podcast, en préparant ce podcast, j'ai regardé toutes les anciennes et toutes les prochaines qui arrivent, et il n'y en a aucune où je me dis « Ah, celle-là, je suis pas encore sûr à 100% que ça va être génial. » Ça m'est déjà arrivé, j'en suis navré, ça m'est déjà arrivé de ne pas être convaincu à 100%. Là, aujourd'hui, je suis
vraiment hyper fier, hyper fier. C'est juste que ça a pris beaucoup plus longtemps que prévu et c'est hyper complexe. De l'extérieur, ça peut sembler facile, il suffit de choisir la bonne personne. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a plein d'autres choses, bien évidemment. Déjà, il y a ma promesse de rencontrer tous les gens comme en avant, donc il faut les contacter, avoir leur contact. Il y a des gens, rien qu'avoir leur 06, vous n'avez pas idée comme c'est compliqué. Ensuite, il faut trouver le moment où je suis disponible, où eux sont disponibles, aller sur place. Éventuellement, il faut essayer de le faire coller à la saison pour que quand j'y vais, il y ait des choses à voir. Si c'est la saison de l'animal ou des fruits ou des légumes, peu importe. Et puis après, il faut tout valider. Donc moi, quand je suis là-bas, maintenant, j'ai tout mon truc en tête, mais il faut que je valide tout avec eux. La logistique, les prix, de la communication. Il faut tout valider et s'assurer que tout fonctionne. Sur ça, maintenant, on est devenu très très fort. Principalement grâce à Margot dans mon équipe qui est en train de prendre un rôle de dingue. Et, enfin, qui a toujours eu un rôle de dingue, mais qui là vraiment gère ça avec une maîtrise de dingue. Et aussi, c'est un peu plus récent, avec Stéphane Méjanès, qui en plus d'avoir un rôle d'écriture et de plume du Club Pépite, il m'aide aussi à identifier en amont des personnes et à faire les premiers contacts avec des producteurs que souvent il connaît, puisqu'il a été animateur de la scène artisan d'Omnivore, ce festival food, pendant des années. Donc Stéphane connaît beaucoup de gens. Plus le fait que derrière, Claire et Sabrina soient absolument fantastiques et peuvent aider Margot sur certains aspects, tout ça cumulé fait que sur les ventes, je suis extrêmement fier. Sur les événements, le deuxième pilier, je suis extrêmement fier aussi. Vraiment, je suis trop content. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plein de fois de me dire « Oh là là, on n'a pas un truc super excitant qui arrive bientôt, ça m'embête, faut qu'on cherche. » Et là, c'est plus le cas. Il y a toujours au moins un truc, mais souvent plusieurs hyper excitants, soit déjà en ligne sur l'application, soit que moi, dans ma tête, je sais qu'il va arriver, mais il manque juste 2 ou 3 informations, comme la date, par exemple, pour qu'on le publie. Mais là, en ce moment, on a une liste. Un jour, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je vous montre la liste qu'on a sur notre notion de tous les événements en cours sur lesquels on travaille. C'est hallucinant. En fait, aujourd'hui, on dit non très souvent à des événements parce que les gens nous en proposent beaucoup. Et en fait, on a ce luxe de pouvoir choisir uniquement des événements géniaux. Alors, on pourrait faire 100 fois mieux, j'en suis conscient, notamment en faire plus en région. Il y a un potentiel sur la partie événement qui est énormissime, mais gardez toujours en tête, si vous m'écoutez et que vous êtes membre de Pépite, que ce club, c'est un équilibre fragile, puisque je veux me limiter à 1000 membres, je me limite forcément en revenus, donc en frais possibles d'engager, notamment la masse salariale, et donc on ne peut pas du jour au lendemain devenir une agence événementielle, puisque c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, et donc de personnes, et donc on veut rester une petite équipe pour pouvoir rester ce club incroyable qu'on est aujourd'hui. Et toujours ça en tête, parce que sinon, évidemment qu'on pourrait faire 4 fois plus d'événements, mais on serait plus la même entreprise et on ferait plus la même chose demain, et je serais peut-être plus autant fier des événements qu'on fait si demain on était 4000 dans le club, ce qui n'arrivera pas. Donc cette phase est terminée, c'est génial. Et puis, comme je voyais qu'on y était là, c'est bon, c'est en train de devenir vraiment parfait. On est au millimètre au cordeau sur la partie événements et ventes. Je me suis dit, allez, c'est le moment, là, on va au bout de ce truc et on fait le rebranding que j'avais en tête depuis hyper longtemps. Donc, changer de Moi Chef vers Pépite, c'était hyper important pour plein de raisons. Et puis, il y a toujours ce truc de repousser, alors qu'en fait, plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc, c'est jamais le bon moment, mais c'est toujours mieux de le faire maintenant qu'après. Ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, donc je ne vais pas en reparler ici. Mais ce rebranding a prolongé en durée le cycle de consolidation de ce club. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que pendant tout ce temps-là, ce qu'on n'a pas du tout fait, c'est communiquer sur nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le nombre de membres stagne. Donc on a des nouveaux membres qui arrivent, mais il y en a aussi quelques-uns qui partent. Donc ça stagne. C'est pas très satisfaisant pour l'entrepreneur que je suis. Mais très vite, j'oublie ça. Parce que moi, je sais tout ce que je viens de vous raconter, et puis tout ce que j'ai même pas pu vous dire parce que j'ai pas le temps là dans ce podcast. Et je sais tout ce qu'on a fait depuis les 6 derniers mois, voire même un an, pour consolider ce club et faire en sorte que ça tourne super bien pour qu'on puisse se donner les moyens de nos ambitions. Et donc là, on est en train en ce moment d'arriver sur cette nouvelle phase, ce nouveau cycle dans lequel on va pouvoir reparler de nous, faire savoir ce qu'on fait, raconter aux gens tout le bien qu'on fait sur cette planète. Alors à notre échelle, bien sûr, c'est une toute petite échelle, mais n'empêche que
Vous avez peut-être déjà vu passer sur Instagram des messages des producteurs qu'on met en avant, qu'ils nous envoient ou qu'ils m'envoient à titre personnel par texto. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ce qu'on fait, notre mission en tant que club, et d'ailleurs, au passage, un jour, on deviendra une entreprise à mission, j'en suis convaincu. On pourrait le faire aujourd'hui, c'est juste que j'ai pas le temps. C'est question de cycle. Mais j'ai déjà un membre du club, mon chef, qui bosse là-dessus et qui m'a proposé de le faire. Et je te remercie d'ailleurs. Mais ce sera pour plus tard. Notre mission, elle est incroyable, quoi. Elle est vraiment incroyable. On a rapporté plus d'1,8 million d'euros à des artisans producteurs qui méritent d'être soutenus. Tiens, je vais même partager un autre truc avec vous. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais dans le douteux, je le redis. Il y a beaucoup de producteurs qu'on met en avant dans le club qui vendent aussi à des particuliers à travers leur propre site, qui ne vendent jamais ou quasiment rien en direct. Donc pour eux, sur l'année, on représente 80-90% de leur chiffre d'affaires. Je ne plaisante pas, hein, vraiment. Et ça, c'est une bonne partie d'entre eux. Et il y en a certains qui sont bien installés, qui maîtrisent bien leur sujet, qui sont très bons en marketing, en communication et qui font du B2C, donc de la vente aux particuliers. Et il y en a certains que je ne citerai pas parce que je ne veux pas trahir des chiffres pour eux, mais que vous connaissez, pour qui on représente plus de la moitié sur l'année. Alors qu'on fait 1, 2, maximum 3 ventes de leurs produits dans l'année, et on représente plus de la moitié. Vous vous rendez compte de ce qu'on apporte à ces gens-là? Et la question qu'on pourrait se poser, je sors complètement du sujet, mais c'est la beauté de ce podcast. En tout cas, pour moi, c'est génial de leur faire ça avec vous et le partager avec vous. Si vous êtes encore là, c'est qu'a priori, vous êtes intéressé par ça, donc tant mieux. On pourrait se poser la question de se dire, ouais, mais attends, cet argent, est-ce que c'est pas des vases communicants? Est-ce qu'on prend pas juste... Est-ce que les membres, quand ils achètent sur le club, au tarif pro en plus, est-ce qu'ils pourraient pas l'acheter en direct chez eux? Et auquel cas, c'est pas gagnant pour ces producteurs. C'est une bonne question. Merci de la poser. Mais je suis convaincu que la réponse est non. Parce que nous, ce qu'on apporte comme valeur en tant que club, c'est de la confiance. Et donc, en fait, cet argent, les membres l'auraient sûrement dépensé chez quelqu'un d'autre en qui ils ont confiance, peut-être pas autant, mais un petit peu quand même, qui est la boucherie en bas de chez eux, ou la grande épicerie, ou je sais pas quoi. Endroits dans lesquels, parfois, on peut trouver des produits exceptionnels, et même les mêmes que ceux qu'on met en avant sur le club parfois, mais aussi, des fois, et malheureusement trop souvent, où on paye pour du marketing. On paye un produit parce qu'il a une belle étiquette, parce qu'il a été hyper bien réfléchi, marketé. Et moi, c'est cette partie-là de l'argent que j'ai envie de canaliser vers les producteurs et artisans qu'on met en avant dans le club pour que nos membres soient convaincus que l'argent qu'ils dépensent pour leur loisir et pour leur propre bonheur aille en direction de gens qui méritent d'être soutenus. Ça, c'est quand même fantastique. Je me suis complètement perdu dans ce que je vous racontais. Mais tant pis, voilà. On est donc en train de rentrer dans ce nouveau cycle qui est assez excitant et pas forcément moins stressant. C'était stressant de se dire, bon allez, on coupe tout, on arrête de communiquer, maintenant on reconsolide tout ça. C'est hyper stressant. Maintenant que c'est fini, on recommunique, donc c'est assez excitant. Mais il y a toujours la question de oui, mais quand, comment, est-ce que ça va marcher, blablabla, parce que le syndrome de l'imposteur chez l'entrepreneur, je crois qu'il est toujours présent, toujours. Je demande à rencontrer un entrepreneur qui ne l'a pas. Et évidemment, il est là avec moi. Si vous êtes encore là en train de m'écouter, sachez que vous pouvez partager tout simplement le site pepiteclub.com autour de vous, sur LinkedIn, sur Insta, peu importe. Ça fait de la notoriété. Cette notoriété, elle permet à un moment d'avoir des nouveaux membres qui rentrent, qui financent ce club, qui permet de rapporter autant d'argent à des artisans producteurs, tout en se faisant plaisir. C'est quand même une belle mission. Je dois terminer par mon teasing, j'étais à deux doigts de l'oublier. Le teasing, c'est comme je vous l'ai annoncé, je vais tout simplement vous balancer la prochaine vente. Donc là, en ce moment, c'est le début du mois. Donc, c'est les nouveaux producteurs qu'on met en avant. En l'occurrence, les produits grecs sourcés par Alexandre Ralis qui nous a guidés quand on était en Grèce avec lui. D'ailleurs, on va faire la même chose bientôt avec Cédric Casanova en Sicile. On va revenir encore avec des produits de dingue. Dans ces moments-là, bien évidemment, je pourrais y aller tout seul. Je l'ai déjà fait, d'y aller tout seul, explorer une région. Mais là, avoir un guide comme Cédric Casanova ou comme Alex quand on est en Grèce, c'est la même chose, mais puissance 10. Alors, Cédric Casanova, c'est la référence des produits siciliens en France. Vraiment, la référence depuis, je sais pas, 20 ans. Donc, aller là-bas, accompagné par lui, c'est juste la garantie d'avoir des gens encore meilleurs et d'en avoir encore plus et de faire encore plus plaisir aux membres. Et
d'aider des gens qui méritent vraiment d'être soutenus. Donc là, on est sur la phase nouveau producteur, mais comme à chaque fois, à la fin du mois, on remet en avant des producteurs qu'on a déjà mis en avant. C'est comme ça que des fois, pour certains, on peut leur apporter vraiment beaucoup de chiffre d'affaires. Et quand je vous dis que je suis fier de toutes les ventes qu'on fait, c'est que le RAB de la fin du mois, donc, il y aura, ce n'est pas engageant ce que je vous dis, mais c'est très bien parti, les fameuses noix de cajou de Madagascar, qui sont hallucinantes, qui sont trouvables nulle part ailleurs dans le monde qu'à Madagascar et dans le club Pépite. Incroyable. Il y aura de la vanille de Tahiti de Alain Abel, qui m'avait été recommandé à l'époque par Yannick Galeno. Il y aura le vinaigre de la Guinelle. Je suis très content qu'il revienne. Ça fait très longtemps qu'on n'ait pas mangé, pas bu ou mangé, peu importe. C'est pour moi un des meilleurs vinaigres au monde, même si j'ai rencontré une de ses apprentis qui fait un vinaigre absolument incroyable. Et ça, je vous en parlerai bientôt. Et enfin, les délices de Sologne. Peut-être que vous vous en rappelez pour ses confitures, mais aussi pour ses conserves, notamment ses conserves de gibier. Il a un lièvre à la royale, il a du sanglier, il a des têtes de veau, de la tête de veau, que j'en ai encore une chez moi. C'est mon dernier. Bref. Donc là, c'est vraiment remplir le placard de conserves. C'est quand même c'est génial, quoi. C'est un truc, vous l'ouvrez, vous faites réchauffer et vous annoncez à vos invités je t'ai fait un petit lièvre à la royale ce soir. C'est assez classe et c'est excellent. Ces confitures sont aussi vraiment excellentes. Voilà pour le teasing. Je compte sur vous pour le garder pour vous. Ils ont qu'à écouter le podcast, les autres s'ils veulent le savoir. Je vous remercie d'être là avec moi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce podcast. Si je suis parti trop loin dans les détails sur la partie entrepreneuriale, qu'est-ce que vous pensez de ce micro pour ceux qui me voient? Je tente d'avoir un nouveau micro, pourquoi pas. Il était là à côté de moi, donc je l'ai branché. On verra ce que ça donne. Parce que comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, je suis toujours pas à 100% satisfait de l'algorithme de Adobe, en fait, qui me fait une voix un peu bizarre. On verra si ça marche mieux avec celui-là. Dans tous les cas, je vous embrasse. Merci d'être arrivé au bout de ce podcast. Passez une excellente journée et dites-moi si vous étiez en train de faire du sport, de cuisiner ou de faire du ménage pendant que vous m'écoutiez.